Face aux mesures sanitaires appliquées depuis 1 an et demi dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid-19, le confinement, les masques, les attestations de déplacement, les assignations à résidence et les interdictions d'accès à des services et des biens, de nombreux avocats et citoyens crient à la violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Beaucoup de Français ressentent bien l'oppression que ce type de gestion sanitaire et s'interrogent sur les libertés fondamentales, ces fameux droits de l'homme, sans trop savoir ce qu'il y a derrière. La France, c'est la patrie des droits de l'homme, même si aujourd'hui on en doute, et à juste titre. Alors toi, Valérie Chénard, qui est psychologue sociale et du travail, tu as été amenée à travailler sur les dérives du pouvoir dans l'entreprise et les organisations. Penses-tu qu'au niveau national, les droits européens peuvent vraiment nous protéger d'une dictature sanitaire? Alors, si on reprend l'histoire de tout ça, c'est vrai que le libéralisme, donc parmi les démocraties libérales dans lesquelles nous vivons, il y a en effet au départ la base, et depuis longtemps, donc c'est l'individu affranchi de l'État et des religions, donc qui est la base de la société. C'est la base du libéralisme, donc des démocraties libérales, dont la France fait partie, comme l'Angleterre et la majorité des nations européennes, mais aussi les États-Unis, l'Australie, etc. Et donc, il faut savoir que ces démocraties libérales-là ont pris naissance. Donc, il y a eu une multitude de chartes de liberté et de franchise, parce qu'à l'époque, on disait franchise, puisque franc, ça veut dire libre, donc étymologiquement, d'ailleurs la France, ça veut dire libre tout simplement. Et donc il y a eu plein de chartes au Moyen-Âge pour limiter le pouvoir absolu des rois, parce que le pouvoir d'un roi, d'un seigneur ou d'un prince, en fait, devait être limité et que les intérêts du roi ou du prince devaient être respectés aussi, le droit des hommes, en fait, et l'ensemble de la société. Et donc il y a eu, à partir de ce moment-là, notamment en France en 1315, Louis X, qui a justement édicté que, étant donné que la France était le pays des Francs, du coup le peuple français devait être franc, et il a imposé à tous ses vassaux de rendre les Français libres, en tout cas affranchis. Surtout à cette période-là, il y a eu la Magna Carta, donc en Angleterre, qui est le premier texte qui a été vraiment élaboré pour définir les principes et les limites du pouvoir royal et de l'arbitraire. Par contre, c'est la noblesse anglaise qui en avait marre en effet des caprices du souverain et qui a déterminé donc cette Magna Carta, donc c'était en 1215. Sauf que là, ce n'est pas le peuple, mais c'est bien les nobles, donc les possédants des terres, etc., qui ont donné des limites au roi. Et cette Magna Carta, en fait, elle est liée au fait que les lois sont faites ou les droits sont donnés par les hommes eux-mêmes. Donc c'est la société, les usages et les traditions. Donc les traditions que le noble, le lord a les terres depuis des siècles et que voilà, etc. Et donc c'était pour préserver leurs privilèges. Par contre, la Première Nation est l'unique encore actuellement qui a concédé les droits au peuple de s'autodéterminer par lui-même, c'est la France, en 1789. Où là a été élaborée la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que la majorité des gens, je pense qu'ils connaissent dans les livres d'histoire ou autres. Il y a cette huile sur bois d'un peintre à l'époque qui était connu, donc le Barbier, qui était affiché à l'Assemblée nationale, qui avait été commandée et qui édictait un peu comme les tables de la loi,
qui étaient comme si c'était sculpté comme sur le mont Sinaï, hein, les 10 commandements, donc les lois qui régissaient le système juridique français. Et que dit en fait cette... alors là vous avez la version plus moderne donc de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et en fait vous retrouvez ici, contrairement au système de la Magna Carta et donc anglo-saxon, la spécificité française qui est de reconnaître les droits naturels de l'homme, mais aussi du citoyen, hein, en distinguant les deux, c'est-à-dire que les droits des citoyens, c'est le droit naturel donc, qui est issu de la nature, donc bon, ils disent aussi de l'être suprême, puisque toutes les religions étaient concernées, hein, puisque c'est dans l'article 1er, il est bien dit que quelles que soient les religions, les origines, etc. Donc ces droits-là de s'autodéterminer collectivement, donc qui sont donnés par Dieu. Et donc le pouvoir en France, hein, donc depuis la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, doit s'incliner devant les droits naturels du peuple à s'autodéterminer lui-même. Et il y a aussi le principe de Montesquieu qui permet de séparer les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires pour justement veiller au bonheur de tous, hein, comme il est dit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et donc là, vous avez au niveau juridique donc le principe que le pouvoir, il a même des sanctions, il est même menacé s'il enfreint et s'il trahit la souveraineté en fait de la nation. Hein. La nation, le pouvoir national a remplacé donc le pouvoir divin, hein. Et donc du coup il a le devoir de respecter cette souveraineté-là nationale, hein, la nationale étant la volonté générale. D'ailleurs, l'article 6 précise bien que la loi est l'expression de la volonté générale. Alors, elle peut s'exercer soit directement par référendum, soit par des représentants, mais si c'est le cas et si c'est les représentants, ça doit quand même exprimer la volonté générale. Et d'ailleurs, le rôle de toute association politique, c'est l'article 2, dit bien que le rôle de ces associations politiques est la conservation de ces droits naturels, donc de l'homme et du citoyen, et que ces droits donc, sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Voilà. Donc la France, pourquoi la France est dite le pays des droits de l'homme, la patrie des droits de l'homme? Tout simplement parce que nous sommes les seuls pays à avoir fait la révolution de 1789 et notamment nous avons donc extirpé, on va dire, le pouvoir divin et c'est le peuple directement qui lui a reçu le pouvoir donc naturel de veiller à sa propre nécessité. Voilà. Donc ces deux grands, pour conclure, enfin pour répondre à la question, il y a en tout cas, est-ce qu'on peut se protéger par rapport aux droits de l'homme? En tout cas, il faut savoir que dès le départ, il y a deux grands systèmes juridiques qui donnent donc deux systèmes de droits de l'homme différents. Un qui est donc les droits de l'homme et du citoyen, donc qui est français et qui fait de nous l'exception parmi les démocraties libérales et qui fait que les institutions elles-mêmes portent et protègent et sont des remparts contre la tyrannie et des tyrans qui voudraient prendre le pouvoir et décider à la place du peuple, avec des droits naturels qui nous viennent de la nature et qui peuvent en aucun cas être remis en cause par le pouvoir exécutif, législatif, etc. Ni économique. D'ailleurs, en France, c'est le peuple, enfin, la nation qui dirige et domine l'économie. Et puis le deuxième, donc, qui est les démocraties libérales de type plutôt anglo-saxon, liées à la Magna Carta, et qui, eux, donc, ce sont des droits qui sont à négocier avec ceux qui ont le pouvoir. Donc, en l'occurrence, donc, ils disent que c'est inaliénable aussi.
mais dans les déclarations notamment de l'ONU, la Déclaration universelle des droits de l'homme, n'a pas repris le terme citoyen. Là, les lois, elles sont édictées par les hommes, donc par les élites, on va dire, ceux qui détiennent le pouvoir, et à négocier avec eux. Et ce sont les usages et les traditions qui, en fait, font les lois, et c'est le grand système juridique qu'on appelle le droit positif, et qui a donné tout ce qui est jurisprudence. Donc, les usages font que ça devient la loi. Donc ce sont vraiment deux types différents d'organisation de société et de systèmes juridiques qui sont en présence. Et donc les droits de l'homme, soit c'est des hommes et on négocie avec eux, ou alors soit c'est le pouvoir qui doit s'incliner, donc en France, devant nos droits naturels. Voilà. La France est donc bien traditionnellement la seule et unique patrie des droits de l'homme. Oui. Alors on a vraiment du mal à croire aujourd'hui que notre déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dont tu nous as parlé tout à l'heure, nous protège de l'arbitraire du pouvoir, compte tenu du régime liberticide actuel. Comment tu peux nous expliquer ce décalage ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que, après la Seconde Guerre mondiale et l'occupation, donc le Conseil national de la résistance, avec le général de Gaulle, ont mis en haut de notre système juridique, donc dans le bloc de constitutionnalité, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, pour bien réaffirmer, et d'ailleurs dans le préambule de 1946, le rajout au bloc de constitutionnalité de 1946, il est bien rappelé l'attachement aux principes républicains et à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En sachant que le Conseil national de la résistance était bien sûr la résistance et l'union de toutes les forces résistances de l'époque, qu'ils soient de droite ou de gauche, qui étaient rassemblées pour récupérer la souveraineté nationale du pouvoir français. Et donc la Ve République aussi, qui a été édifiée par le général de Gaulle et qui est en vigueur encore actuellement, nous disposons toujours de cette déclaration-là. Et c'est elle, donc, puisque le bloc de constitutionnalité, on appelle ça la pyramide des normes. En fait, toutes les lois, décrets, etc., tous les textes juridiques inférieurs doivent, selon la pyramide des normes, correspondre à, en effet, au bloc de constitutionnalité. Seulement, il y a eu l'introduction dans notre constitution, parce que nous, on est un pays qui a un droit juridique et constitutionnel, donc un droit suprême qui est écrit, c'est pas le cas de tout le monde. Mais on peut voir donc sur le site du Conseil constitutionnel qu'il y a eu donc en tout 24 révisions de constitution depuis 1958. Et il y en a 19 qui ont été faits entre 1992 et 2008, c'est-à-dire en 16 ans, plus d'une révision constitutionnelle par an. Voilà. Et notamment ces révisions constitutionnelles ont été faites pour intégrer les traités européens qui ont été élaborés avec l'ensemble des autres démocraties libérales de l'Union européenne, et donc les droits de l'homme de l'Union européenne ont été constitués à partir de la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU, et donc même issu de la Magna Carta et du droit anglo-saxon. Et donc c'est le droit anglo-saxon et ces droits de l'homme là qui ont évincé le citoyen, donc du coup ont été intégrés aussi dans notre constitution. Donc aujourd'hui, au niveau juridique, la France dispose en fait de ces deux systèmes-là qui cohabitent et qui en fait constituent des injonctions paradoxales et qui sont extrêmement compliquées à gérer
les Français, le malaise qui existe chez les Français actuellement et la grogne, ne comprenant pas ces trains de réforme-là, sont liés justement à cette opposition des droits juridiques et cette érosion progressive de nos droits naturels et nos droits du peuple, donc pour se caler et rentrer dans le rang, je dirais, des autres démocraties libérales. Mais en fait, pour nous, j'ai réussi à bien expliquer ce qu'était la conception de la société et de l'homme en France et par notre déclaration de droits de l'homme et du citoyen. Pour nous, c'est une régression, c'est vraiment le retour à l'ancien régime ou sous l'occupation où le peuple français où on faisait la loi dans leur foyer, voilà. Et d'ailleurs dans la Marseillaise vous retrouvez ça, la tyrannie c'est ça, c'est quand on vient faire la loi dans nos foyers et qu'on ne peut plus nous-mêmes décider et se doter des règles de vie ensemble et donc de faire la justice, etc. Voilà. Donc c'est ce grand décalage-là qui explique tout un ensemble de choses, qui a été aussi... il y a les travaux, depuis les travaux de Bateson, sur Gregory Bateson, donc sur la schizophrénie et la théorie normalement du double lien, double bind. Donc du coup, on connaît, je suis donc psychologue, ayant travaillé principalement en entreprise, mais donc on connaît, on a étudié beaucoup l'impact mortifère et nocif sur la santé mentale de ces injonctions paradoxales. Et notamment qui peuvent mener donc jusqu'au suicide. On a vu, tout le monde a entendu parler de la vague de suicide qu'il y a eu à France Télécom, où il y avait justement ce type d'injonction paradoxale, où on faisait passer d'une culture de service public à une culture de concurrence dans le domaine privé et au niveau financier, et où ces deux injonctions-là ont généré tout un ensemble de troubles psychiques et pouvant mener en effet jusqu'au suicide. Alors le fait qu'aujourd'hui ces injonctions paradoxales et ces deux systèmes-là complètement opposés de faire société soient dans notre constitution, dans notre droit suprême, et donc édicte nos lois, génère exactement la même chose et le même système de tension et de malaise et de désordre psychique, mais dans la population entière. Voilà. Donc on est vraiment sur une période très compliquée, mais qui finalement, quand on connaît l'évolution de notre constitution et comment elle a été vidée quelque part de son sens par ces révisions constitutionnelles, dont on ne nous a pas parlé. D'ailleurs, les Français ont même refusé par référendum, donc la volonté générale, comme le dit les lois doivent être la volonté générale, donc la volonté générale dite directement par référendum en 2005, qui a refusé le traité de Lisbonne, celui-là, il a quand même été intégré en 2008 dans notre constitution. Donc c'est anticonstitutionnel en fait, puisque le peuple n'a pas accepté. Alors ça a été fait de façon légale, puisqu'il y a aussi par les représentants et puis la procédure du Congrès, mais en attendant, voilà. Et depuis cette date, tous les trains de réforme qu'on a eus, qui font disparaître nos services publics, ou la dérégulation des professions, etc., sont liés donc à l'harmonisation, justement, et faire rentrer dans le rang et faire disparaître l'exception française parmi les autres nations de l'Union européenne et même de la mondialisation, puisqu'en fait on est là sur l'ONU, l'OMS aussi, qui sont des organes donc mondiaux. Voilà.
Donc c'est un petit peu le décalage qu'on sent aujourd'hui et qui génère tout ce malaise, et notamment aussi l'abstention. Hein. Les Français se détournent de plus en plus de la politique, s'en méfient, bon, à chaque élection ils disent oui mais on a compris pourquoi ça n'allait pas, mais en fait non, le problème reste le même puisque c'est inscrit dans notre Constitution et que c'est inconciliable. Ces deux systèmes-là juridiques sont inconciliables, et même progressivement ça émousse nos droits naturels de peuple en fait. Et les Français ont vraiment ce sentiment d'être dépossédés de quelque chose, que ce soit les gilets jaunes, Nuit debout, mariage pour tous, etc. Ce sont des choses qu'on nous a imposées par les gouvernements successifs et qui finalement donc font que le peuple ressent qu'il vote à droite ou à gauche, c'est exactement la même chose, c'est la même politique. En tout cas, on les dépossède de leur capacité à définir l'avenir de leurs enfants. Voilà, mais sans que ce soit dit clairement, voilà, mais ils ressentent cette injonction-là paradoxale, et voilà. Je te remercie, Valérie. Mais qu'est-ce qu'ils disent vraiment ces droits de l'homme européens qui soient contraires à notre déclaration du droit de l'homme et du citoyen? Oui, alors c'est vrai que là, donc, dans les traités européens donc, qui sont dans notre Constitution, hein, donc, auxquels nos lois doivent s'adapter, c'est à l'article 6 du traité sur l'Union européenne. Et en fait, alors je reprends, voilà, et c'est la charte, donc là j'ai le journal officiel de l'Union européenne, j'étais quand même tout petit, hein, mais voilà, c'est la charte des droits fondamentaux. Donc en fait, quand on dit les droits fondamentaux, derrière, on pense en effet droits de l'homme et du citoyen, mais en fait c'est très 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 différent, et il n'y a qu'à regarder un petit peu et lire tout simplement les articles pour s'apercevoir que de la différence. Alors la première chose, c'est que bon, déjà le citoyen n'y est pas, mais déjà dans la charte de l'ONU des droits de l'homme, la déclaration universelle des droits de l'homme, il n'y était pas. La deuxième chose, c'est qu'on parle de personne, et au lieu d'homme, parce que bon, homme en français c'est le genre humain, hein, par contre donc là au niveau des traductions et des textes, donc c'est la personne, et en fait notamment là où il faut faire attention, c'est que personne c'est entendu comme personne physique, c'est-à-dire nous, mais aussi comme personne morale. Et en effet, ces droits-là et ces chartes des libertés et des droits fondamentaux s'appliquent aussi bien aux individus que nous sommes, que aussi aux entreprises. Et ça veut dire aussi que du coup, les entreprises qui eux ont des bataillons d'avocats et connaissent le droit peuvent allègrement en effet avoir supériorité sur les décisions du peuple, et ce qui explique aussi pourquoi l'économique aujourd'hui mène la politique, et ce n'est plus la politique qui mène l'économique. Voilà. Donc par exemple à Bruxelles, on connaît bien hein, tout le lobbying, le business du lobbying qui existe, les métiers de lobbyiste. Bruxelles est, je crois, la deuxième place lobbyiste mondiale après Washington DC. Hein. Donc en effet, l'économique a un pouvoir extrêmement important, et pour la France, c'est en effet une régression énorme puisque ça nous dépossède de notre propre capacité à décider pour nous-mêmes. Alors, en gros, sur l'analyse des articles, je ne vais pas reprendre tous les articles. En tout cas, sur celui-là, il y a et les articles et aussi les explications. Hein. Et dans les explications,
voilà, des fois, pour comprendre bien, il faut lire aussi les explications. Alors, par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple pour ça? Donc, dans notre Constitution aujourd'hui, par l'intermédiaire des traités européens, vous avez, par exemple, l'attaque frontale de la laïcité. Alors ça, c'est l'article 10 de la liberté de pensée et de conscience de religion, en sachant que la laïcité, c'est le principe républicain de base. Donc, on est tous à égalité, quelle que soit notre religion, etc. Mais dans le domaine public, on cultive le commun. On est tous égaux. Par contre, dans le privé, on fait ce qu'on veut. Et la laïcité, c'est ça. D'ailleurs, moi j'y suis très attachée parce qu'en tant que psychologue social, on connaît des expériences où en effet vous prenez deux groupes d'enfants qui ne se connaissent pas, un groupe de centre aéré qui arrive et vous dites ah bah toi tu vas faire l'équipe jaune et je te donne des t-shirts jaunes, donc, et l'autre équipe a des t-shirts bleus ou une autre couleur. Et tout de suite, à partir du moment où vous avez des marques distinctives, à ce moment-là se créent des tensions intergroupes. Donc la laïcité, c'est quelque part justement pour le vivre ensemble et empêcher les discriminations communautaires entre les citoyens qui sont tous égaux. Et par contre, la liberté appartient, on fait ce qu'on veut dans la vie privée. Or là, l'article 10 donc, de la Charte européenne des droits fondamentaux, qui est dans notre Constitution, dit que toute personne a la liberté de pensée, de conscience et de religion, a aussi la liberté de manifester sa religion et sa conviction individuellement et collectivement, en public et en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. Donc, vous avez cette injonction-là, paradoxale, à l'intérieur de notre Constitution. Et les débats qu'il y a sur le voile, pas le voile, etc., en toile de fond, vous avez cette même injonction paradoxale qui émerge. Après, vous avez aussi, par rapport aux manifestations, à la grogne qu'il y a eu, il y a eu des grosses manifestations aussi pour le mariage pour tous, quand c'était Hollande. Et là, on retrouve le droit au mariage. Alors, attendez, que je retrouve. Ah, voilà, l'article 9. Donc, l'article 9, droit de se marier et le droit de fonder une famille. Donc, le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l'exercice. Point. En sachant que quand on regarde les explications qui sont données plus loin, il a été en effet enlevé la partie qui était donc dans les droits universels, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui elle disait se marier et le droit de fonder une famille entre hommes et femmes d'âge nubile. Voilà. Et donc là, ils expliquent que ça a été enlevé de cet article 9 justement pour le moderniser. Donc ce qui explique en effet pour quelles raisons, en fonction de ce droit-là fondamental érigé par l'Union européenne, cela a heurté les traditions et une grande partie de Français et a généré ce chaos. Voilà. Ensuite, vous avez la liberté d'entreprendre, la liberté d'exercer une profession, d'où les entreprises ont le droit d'exercer des services, donc les professions réglementées telles qu'elles existent en France, du coup, sont des obstacles à la libre entreprise. Voilà. Donc il y a tout un ensemble comme ça d'articles qui font que ces droits-là fondamentaux, finalement, dérégulent aussi bien les mœurs et les traditions, donc ce qu'on appelle le libertaire, que aussi dérégulent les règles
enfin les marchés, hein, l'économique, donc sur une politique néolibérale de libre circulation des capitaux, donc de la propriété. Hein, là aussi, il est noté dans les droits fondamentaux que la propriété est sacrée et que donc on en fait. Et donc les entreprises ont le droit de délocaliser si elles veulent, puisque c'est un droit fondamental, par exemple. Voilà, donc c'est, je dirais, un peu une sorte de traité néolibéral libertaire qui finalement a été dicté et petit à petit dérégule aussi bien les mœurs que l'économique. Et en sachant qu'en dérégulant les mœurs, ben, vous avez aussi l'ouverture de tout un ensemble de marchés financiers, comme par exemple pour le mariage pour tous ou autre, ben, ça ouvre en effet les marchés de la GPA, donc la gestation pour autrui, ou alors la marchandisation, on va dire, des enfants, hein, ou alors les opérations aussi de changement de sexe, etc. Donc, je dirais que voilà, c'est un système qui finalement, par ses droits fondamentaux, s'articule et permet en effet que l'un et l'autre ben, soient complémentaires et heurte, du coup, puisque c'est imposé par des instances extérieures, et ça heurte du coup les traditions et la volonté du peuple, enfin, des Français, dans leur globalité, mais sous différents, alors ceux de droite ou ceux de gauche, voilà, selon le thème, voilà comment ça s'élabore. Voilà les quelques exemples, mais j'invite vraiment tout le monde à relire ces textes fondamentaux de notre déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui rappelle nos droits fondamentaux, et puis ensuite cette charte-là, donc on mettra je pense sous la vidéo hein, pour que les gens aillent voir directement par eux-mêmes pour faire leur propre opinion. Voilà. Alors, y a-t-il vraiment un danger de voir nos droits naturels de citoyens disparaître? Alors, ben oui, réellement, parce que ben, la France est une exception hein, parmi les démocraties libérales. J'avais lu un texte de Régis Debray qui disait que la démocratie, c'est la République quand on a éteint les lumières. Donc, c'est une régression. Et donc, étant donné que c'est vécu par les autres nations comme une anomalie, et que pour harmoniser, pour créer la paix dans le monde, il faut que tout le monde soit pareil. Donc du coup, en effet, notre capacité à définir nos propres règles de vie ensemble et d'assurer notre souveraineté nationale est en effet en grand danger. Le système d'injonction paradoxale hein, qui est mis au niveau juridique a été instauré aussi en entreprise et a été l'occasion hein, de burn-out, de choses comme ça et donc d'un malaise et de désordre psychique important. Mais ça a été aussi introduit sciemment pour changer le système aussi ou reparamétrer en effet les cultures d'entreprise, notamment des services publics, etc. Et ça érode progressivement, donc par jurisprudence notamment, la jurisprudence du coup qui est faite par la Cour européenne de justice, ou qui elle est censée faire appliquer donc les traités européens, dont la charte, mais plus spécifiquement aussi la Cour européenne des droits de l'homme, qui sont contraignants puisqu'ils sont dans notre constitution, érodent petit à petit nos droits naturels. Et même le président de la République aujourd'hui est doublement contraint par ses droits fondamentaux, puisque ces traités sont dans notre Constitution et il doit respecter la Constitution, et qu'en plus, son devoir de président, c'est de respecter les traités internationaux. Donc voilà, il doit aussi, dans l'article 5 de la Constitution, le voit, il doit aussi en effet préserver la souveraineté nationale, mais du coup, là, il n'est pas doublement contraint.
c'est uniquement une chose interne et c'est directement avec le peuple français. Donc voilà, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, que ce soit Hollande, Sarkozy, Macron, les derniers présidents, en effet, les Français ont l'impression que c'est pas du tout eux qui voilà, ils représentent pas du tout ce qu'ils veulent, mais en fait ils sont tenus par des feuilles de route, des tableaux de bord de l'Union européenne pour harmoniser notamment l'ensemble des droits. Donc voilà, et pour revenir à ça, si on fait cette vidéo, c'est pour que en effet les Français prennent conscience de la préciosité de nos droits de l'homme et du citoyen et de notre place parmi les nations du monde pour promouvoir l'émancipation des peuples, qui a été encore rappelé, donc je l'ai dit tout à l'heure, dans le préambule de 1946 à la Libération et qui est dans notre Constitution. Et parce qu'aujourd'hui, en effet, compte tenu de la subversion, donc du détournement de notre Constitution par ces traités européens qui permettent justement à nos gouvernements de nous maltraiter de la sorte et de piétiner notre souveraineté et notre République, mais de façon légale, du coup, beaucoup d'avocats et de juristes appellent à faire appel à la Cour européenne de justice, aux instances supranationales pour nous sauver de la dictature de M. Macron. Et si on a fait cette vidéo, c'est pour comprendre qu'en effet, actuellement, dans le court terme, si on veut stopper en effet pour le mouvement en marche pour aller vers en effet une dictature sanitaire numérique, puisque derrière c'est un petit peu le cas, en effet ces traités-là pourront permettre éventuellement de stopper. Par contre, à long terme, c'est nous lier et faire une croix sur nos droits naturels à décider pour nous-mêmes si on pense qu'en effet ces droits de l'homme, ces droits fondamentaux de l'Union européenne peuvent nous protéger. Parce qu'au contraire, loin d'être la solution à nos problèmes, lire ces textes-là permet de voir, et puis notre Constitution permet de voir qu'en effet c'est la cause. Et que si aujourd'hui M. Macron et d'autres, le successeur, tant qu'il y aura ces traités européens dans notre Constitution, continueront à piétiner nos droits. Alors, je te remercie Valérie pour nous avoir éclairé sur cette confusion mentale et psychologique. Voilà, l'idée c'est que voilà, d'essayer de dissiper, de dire non, c'est pas pareil, c'est distinct, parce qu'il y a des sophismes de confusion qui justement permettent de créer des manipulations mentales. Et donc là, c'est essentiellement que les Français prennent conscience qu'en effet il y a une différence essentielle juridique et sur le type, le contrat social qu'il y a en France et ailleurs, et que nous on est en pointe, et qu'au contraire on n'est pas, comme on tente de nous le dire, le mauvais petit canard. En termes d'émancipation des peuples, c'est quand même nous qui avons été et qui sommes toujours, qui avons toujours ce rôle universel. Là, on est une des seules patries qui a aussi un des 5 sièges permanents à l'ONU et qui pouvons porter cette vision-là de l'homme et de la société parmi, au niveau mondial. Donc, renoncer à notre tradition française serait non seulement dramatique pour nous, pour nos enfants, puisque ce serait nous remettre sous le pouvoir donc des élites et une régression donc comme sous l'Ancien Régime, mais ce serait aussi dramatique pour l'humanité, parce qu'en fait nous
pourront plus porter cette vision-là de l'homme et de la société parmi la famille que constitue le monde et la biodiversité aussi des sociétés qui existent. La France n'a pas à imposer son mode de société aux autres, mais elle a à se faire respecter, à faire entendre sa voix pour elle-même et puis pour les autres. C'est la biodiversité, on en parle beaucoup pour l'environnement, mais pour les cultures et les sociétés, voilà, c'est pareil. Je te remercie, Valérie. J'en prie.